bonjour. Donc, la leçon d'aujourd'hui est intitulée Interaction onde-matière. Elle est destinée pour les élèves donc, de terminale, section sciences expérimentales, maths et techniques. Les objectifs donc, de cette leçon sont les suivants. Le premier étant de justifier le caractère ondulatoire de la lumière à partir d'expériences de diffraction d'ondes mécaniques et d'ondes lumineuses. Le deuxième objectif est celui de préciser l'influence du quotient donc lambda sur A sur le phénomène donc de diffraction, lambda étant la longueur de l'onde et A étant la largeur de la fente. Le troisième objectif est celui de réaliser des expériences donc de réflexion, de réfraction et de dispersion d'ondes mécaniques. Le quatrième, c'est pour tout simplement montrer que la lumière blanche est constituée donc d'une infinité de radiations monochromatiques. Et enfin, donc le dernier objectif, l'élève doit être capable donc de distinguer un milieu dispersif d'un milieu non dispersif. On va commencer par la première partie qui concerne donc la diffraction des ondes mécaniques. Alors, pour ce faire, donc, on a besoin du dispositif suivant. Donc, c'est une cuve à ondes, donc qui contient de l'eau. Elle est munie d'un vibreur. Celui-ci est alimenté par une soufflerie de fréquence variable sur la surface plane de l'eau. Donc on dispose deux éléments en plexiglas à une certaine distance D du vibreur. Ces deux éléments en plexiglas forment une ouverture donc de largeur petit a. Alors, on règle l'amplitude des vibrations donc émises par la soufflerie. On règle la fréquence donc avec ce bouton, la fréquence du stroboscope. Et lorsque la fréquence du stroboscope est égale à la fréquence de vibration donc des impulsions d'air envoyées par cette soufflerie, et pour une fréquence n égale à 20 Hz, on obtient donc sur l'écran dépoli de la cuve à ondes, donc entre la lame vibrante ici, celle qui est en jaune, et la fente de largeur petit a égale à 60 mm, on voit des rides rectilignes, elles sont équidistantes. Au-delà de cette ouverture F, on observe des rides rectilignes. Ces rides, elles présentent une légère déformation au voisinage des bords. Pour une fréquence, donc pour la même fréquence en fait, donc on mesure la distance qui sépare trois rides rectilignes, donc les deux lentes incidentes. On voit ici que la longueur d'onde lambda est égale à 20 mm. Pour une fréquence f égale à 20 Hz et une largeur de la fente égale à 40 mm, supérieure à la longueur d'onde calculée tout à l'heure qui est égale à 20 mm, on obtient ici donc une zone triangulaire qui contient des rides circulaires. Et cette zone triangulaire, elle a un sommet donc I qui correspond tout simplement à ces rides circulaires. Maintenant, pour une fente de largeur A égale à 20 mm, encore on a réduit ici la largeur de la fente, elle est de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde incidente. On obtient de ce côté-ci de la fente donc des rides quasi circulaires. Elles ont toutes le même centre comme un I, et ces rides, on voit ici, ça nous rappelle un peu la propagation d'une onde circulaire, donc ça se propage dans toutes les directions.
Donc, l'onde incidente étant rectiligne, à la sortie du trou, on obtient des ondes circulaires. C'est le phénomène donc de diffraction. Il est à noter ici que la longueur d'onde de l'onde incidente, si on a une règle et on mesure la distance correspondant à 3 rides rectilignes, la longueur d'onde est égale à 20 mm. Par contre, pour cette onde circulaire qui est diffractée, donc la mesure de 3 longueurs d'onde de l'onde diffractée vaut 60 mm, et donc la longueur d'onde diffractée est égale à 20 mm, et on voit ici donc la longueur d'onde de l'onde incidente est égale à la longueur d'onde de l'onde diffractée. Comme la fréquence de la vibration incidente ici est égale à la fréquence de l'onde diffractée, ça nous permet donc de conclure que tout simplement la célérité de propagation de l'onde incidente est égale à la célérité de l'onde diffractée. En conclusion, donc plutôt avant de passer à la conclusion, donc on va faire une remarque. Si on place la fente f de largeur à inférieure ou égale à la longueur d'onde de l'onde incidente par un obstacle de même largeur, on obtient le même phénomène donc de diffraction. En conclusion, au niveau d'une fente ou d'un obstacle de largeur 1, de même ordre de longueur que la longueur d'onde lambda, l'onde mécanique subit le phénomène de diffraction. La diffraction, tout simplement, c'est la modification du trajet d'une onde et par suite de sa forme, au voisinage d'une fente ou d'un obstacle. En subissant la diffraction, une onde initialement plane se propage après franchissement de la fente ou de l'obstacle, suivant plusieurs directions situées de part et d'autre de la direction d'incidence. Le phénomène qu'on vient d'observer, il nous rappelle un petit peu un phénomène qu'on a déjà vu avec la lumière en deuxième année lorsqu'on a étudié le phénomène de réflexion d'un faisceau lumineux. Donc lorsqu'il rencontre un obstacle, le faisceau lumineux il se réfléchit. Donc pour l'onde mécanique, à la rencontre d'un obstacle d'une certaine largeur, elle s'est diffractée. Donc on se propose ici de voir si la lumière, donc lorsqu'elle va rencontrer un obstacle de toute petite dimension, est-ce qu'elle aura un comportement, donc quel sera son comportement? Alors, pour étudier donc ce phénomène, tout simplement, on dispose ici du matériel suivant. Donc le matériel il est constitué donc d'une source laser, d'un écran, donc d'un écran gradué, et d'un diaphragme. Ce diaphragme, donc, il peut porter des fentes de faible largeur. Donc, et de valeurs de largeur différentes. Alors, on éclaire la source laser. Donc, on voit ici le faisceau lumineux qui se propage donc de la source vers l'écran d'observation. Donc, on a modélisé ici le faisceau par tout simplement une droite qui part de la source vers l'écran. On obtient donc sur l'écran, donc quand on fait l'obscurité, une tache lumineuse de la source S. Alors, quand on interpose entre la source S et l'écran, le diaphragme muni de la fente de largeur, de faible largeur ici, on éclaire donc le dispositif avec la source. Donc on obtient sur l'écran d'observation une figure qui est étalée. On
En voici un agrandissement qui a été obtenu donc pour une largeur de la fente de l'ordre de 0,6 mm. Alors, on observe sur l'écran, donc c'est une figure qui est étalée horizontalement, elle est constituée par des taches brillantes et des taches sombres. Ici, c'est des zones sombres qui séparent ces taches brillantes. On a une tache centrale ici qui est assez large, donc ça va être donc la tâche principale, elle va avoir une certaine largeur et on mesure tout simplement la largeur de cette tâche centrale qui sera égale à L. On change la valeur donc de la fente. On change donc une fente de largeur A égale à 0,3 mm, une fente un peu plus mince, donc, et on obtient à ce moment-là donc une figure donc, qui présente une tache brillante centrale de largeur L'. Donc tout à l'heure on avait mesuré donc, la largeur L de la tache obtenue avec la fente de largeur A égale à 0,6 mm. La comparaison entre ces deux largeurs, on trouve en fait que la largeur L' est égale à 2L et ces largeurs et ces taches, elles sont donc un peu plus étalées et donc on voit ici les zones sombres, elles sont étalées donc que tout à l'heure. Alors si on remplace cette fente de largeur A donc par une autre fente un peu plus grande, notre phénomène va disparaître. Et si on remplace cette fente par un obstacle de même largeur que la fente, on obtient le même phénomène. C'est le phénomène tout simplement de diffraction d'une onde lumineuse. En remplaçant la fente rectangulaire par une fente circulaire de diamètre convenable, on obtient sur l'écran des taches circulaires concentriques qui ont le même centre, appelés des anneaux donc, de diffraction. En conclusion, donc, on peut dire qu'au niveau d'une fente fine ou d'un obstacle de largeur A très petite, un faisceau de lumière, rouge par exemple, celle qu'on a utilisée pour la lumière laser, subit donc le phénomène de diffraction. La forme étalée de la figure de diffraction ne peut être expliquée par le principe de propagation rectiligne de la lumière. Par rapprochement avec la diffraction d'une onde mécanique, la propagation de la lumière dans un milieu transparent ou dans le vide peut être considérée comme étant la propagation d'une onde appelée onde lumineuse. Donc, ceci étant, on peut dire que la lumière se comporte comme une onde mécanique, ça se propage sous forme d'onde. Et on peut caractériser une onde lumineuse par sa période et sa période temporalité et sa période spatiale lambda. Alors, dans le vide, la célérité des ondes lumineuses est de l'ordre de 3 à 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On retrouve la relation entre la longueur d'onde spatiale et la longueur d'onde temporelle, celle qu'on a vue donc avec les ondes mécaniques. Lambda du vide, donc la longueur d'onde d'une onde lumineuse dans le vide, est égale à C fois T, C étant la célérité de propagation de la lumière donc dans le vide. T correspond à la période donc qui sera l'inverse de la fréquence de l'onde lumineuse. Et on peut remarquer que la célérité des ondes lumineuses dans l'air, elle peut être assimilée avec une bonne approximation à leur célérité dans le vide. Alors, ici on trouve donc, avec ces deux petites expériences, donc de diffraction d'ondes mécaniques et d'ondes lumineuses, donc il y a des ressemblances. On sait que la lumière, déjà, on a déjà vu ça en deuxième année, que la lumière pouvait se réfléchir donc à la rencontre d'un obstacle. Donc qu'en est-il maintenant d'une onde mécanique à la rencontre d'un obstacle? Est-ce qu'elle pourrait se réfléchir en fait comme une onde lumineuse? Alors pour ce faire donc on va avoir
avoir besoin de notre cuve à ondes. Dans cette cuve à ondes, donc, qui contient de l'eau, on va placer une lame en verre, donc trapézoïdale. Elle a donc la forme d'un trapèze, et ce qui nous permet ici donc de limiter la zone de propagation de l'onde incidente créée par ce vibreur. Donc on va avoir des ondes incidentes qui vont rencontrer un obstacle ici. L'obstacle, donc, il forme un angle avec la verticale, qui est bien sûr parallèle ici à la lame vibrante. Alors, ça c'est notre plaque en verre. On obtient donc sur l'écran dépoli de la cuve à ondes, donc une figure. Cette figure, donc ici on voit en jaune, ça représente l'onde incidente. Donc, et cette partie grise ici, ça représente l'obstacle. Donc, cet obstacle, en fait, il va réfléchir donc l'onde incidente de manière à avoir donc ici des zones où se superposent donc l'onde incidente et l'onde réfléchie. Si on prend une règle et on mesure donc la distance qui sépare deux ondes incidentes, donc rectilignes, on voit ici donc sur l'écran que la mesure de la longueur d'onde de l'onde incidente vaut 1 cm. Voyons ce qui va se passer donc avec l'onde réfléchie. Donc on place de nouveau la règle verticalement. On voit ici que la distance qui sépare deux ondes réfléchies est aussi égale à 1 cm. Et donc on peut dire ici que la longueur de l'onde incidente est égale à la longueur d'onde réfléchie. Ce qui va nous permettre ici de nous rappeler un peu la loi de Descartes correspondant donc à la réflexion d'un rayon lumineux. On rappelle que donc lorsqu'un rayon lumineux rencontre un obstacle, donc avec une incidence I, ce rayon lumineux se réfléchit donc et on obtient l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. De la même manière ici, donc on voit que la longueur d'onde de l'onde incidente est égale à la longueur d'onde de l'onde réfléchie, et de même donc l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc à l'image exactement de ce qui s'est passé donc avec les ondes lumineuses, on a obtenu donc le même phénomène avec les ondes mécaniques quant à la réflexion. Alors, on va passer donc maintenant à la réfraction. Donc, comme on a dit tout à l'heure, une onde lumineuse se réfracte, donc à la rencontre d'un milieu donc qui a un indice différent. Donc, voyons ce qui va se passer donc lorsque, donc sur une cuve à ondes, on va créer deux milieux, donc et dans ces deux milieux, on va avoir en fait des profondeurs différentes. Donc, pour ça, donc, on va placer une lame rectangulaire. Cette lame rectangulaire donc qui va plonger dans l'eau de manière donc à créer deux milieux. Donc le milieu ici que je pointe, c'est le milieu qui a une certaine épaisseur, E1. Le deuxième milieu sera un peu moins profond que le premier, donc ce sera notre deuxième milieu. Alors, on obtient donc sur l'écran dépoli de la cuve à ondes, donc cette image
Donc on voit ici dans cette partie, donc on a notre milieu de propagation de l'onde incidente. Donc on a modélisé l'onde incidente ici par le trait des traits jaunes, donc ça correspond à des rides donc incidentes. Ça c'est la lame qui est rectangulaire. Donc on obtient au-dessus de la lame, donc là où la profondeur est moins grande, des ondes rectilignes, à l'image de celle de tout à l'heure, mais on voit ici que la distance qui sépare deux ondes rectilignes, elle est légèrement inférieure à la distance. Donc ceci, on va le vérifier donc tout à l'heure en utilisant une règle. De retour au milieu de propagation 1, on voit que l'onde incidente tout à l'heure, en revenant au milieu 1, donc on obtient des rides rectilignes, pareil donc, mais la longueur d'onde étant la même dans le milieu 1 ici que là. Mais dans le deuxième milieu, donc l'onde n'a pas la même longueur d'onde. La célérité de propagation étant la même, donc à droite, à gauche, de part et d'autre, donc c'est ce qui fait que la longueur d'onde de ce côté-ci, elle vaut la longueur d'onde de l'autre côté. Par contre ici, comme la longueur d'onde a changé, la fréquence étant la même, donc ça veut dire que la célérité de propagation à ce niveau, dans ce deuxième milieu, il a changé. Donc ici, l'onde a continué son chemin, mais il n'y a pas eu de changement de direction. Ce qui s'est passé, tout simplement, il y a un changement de la longueur d'onde et par conséquent un changement de la célérité de propagation. Alors, moyennant donc la règle, donc on va vérifier ici que la distance qui sépare, par exemple, trois rides, donc cette longueur d'onde, deuxième et troisième, donc on a 4 rides, la distance qui les sépare c'est 3 cm. Au niveau du milieu 2, on place une règle, on voit ici que donc la distance correspondant à 1, 2, 3 longueurs d'onde, elle vaut à peu près un peu moins de 2,5 cm. Et donc ici, l'onde incidente, en quelque sorte, et l'onde qui passe dans le deuxième milieu, qu'on va appeler donc désormais l'onde transmise, n'ont pas la même longueur d'onde. Et donc, elles n'ont pas la même célérité. Donc, c'est une onde transmise sans changement de direction. Donc, au passage d'un milieu donc d'une certaine épaisseur à un autre milieu d'une épaisseur donc plus faible, on obtient donc une onde qui se transmet avec donc une différence de la longueur d'onde. Alors, maintenant, on va changer en quelque sorte la lame, la forme de la lame. Tout à l'heure, on avait posé une lame qui est rectangulaire. Cette fois-ci, on place la verticale qui correspond ici aux rides donc incidentes. Donc, sur l'écran dépoli donc de la cuve à onde, donc ici, on a noté le milieu 1, le milieu 2. Donc ça, on voit ici la surface de séparation. On obtient donc des rides rectilignes. Ces rides rectilignes viennent rencontrer cette surface. Elles se passent de l'autre côté, donc dans le milieu 2, avec un changement de direction. Et donc, si on trace la normale à cette surface de séparation et
on marque l'angle d'incidence de l'onde incidente et l'angle de réfraction de l'onde réfractée. On voit ici que l'angle d'incidence est égal à 20 degrés, par contre l'angle de réfraction ça vaut 15 degrés. Donc à l'aide d'une règle, on va mesurer donc la distance qui sépare 4 crêtes, donc ici, donc ce qui correspond à 3 longueurs d'onde, ça vaut 67 mm, donc dans le milieu 1. En passant au milieu 2, donc on voit ici que la distance donc, qui sépare 4 crêtes correspondant à 3 longueurs d'onde vaut 50 mm. Donc au passage du milieu 1 au milieu 2, ici, on remarque cette fois-ci qu'il y a eu un changement de direction, d'une part, et un changement de la longueur d'onde. Et par conséquent, du moment que la longueur d'onde a changé, la fréquence de l'onde incidente est égale à la fréquence de l'onde réfractée. Cela veut dire ici que la célérité de l'onde incidente, elle va être bien sûr différente de la célérité de l'onde réfractée. Alors, on peut vérifier que le sinus de l'angle de réfraction est égal à lambda 2, donc la longueur de l'onde réfractée, fois le sinus de l'angle d'incidence. Alors, cette relation nous rappelle la relation de Descartes correspondant à la réfraction d'un faisceau lumineux, d'accord? N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc on peut conclure ici que au niveau de la surface de séparation de deux milieux de propagation, l'onde mécanique donc subit un changement de direction. C'est le phénomène donc de réfraction. La réfraction d'une onde mécanique se fait avec un changement de sa longueur d'onde. Et le changement de longueur d'onde donc est relié donc à l'angle d'incidence et l'angle de réfraction par donc la relation de Descartes. On l'appelle aussi pour une onde mécanique la relation de Descartes qui vaut lambda 1 sinus I2 est égal à lambda 2 sinus I1. Alors il faut faire attention ici, donc en optique, donc on faisait N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, donc dans le phénomène de réfraction d'une onde mécanique, donc lambda 1 sinus I2 est égal à lambda 2 sinus I1. En fait, on peut écrire que 1 sur lambda 2 sinus I2 est égal à 1 sur lambda 1 sinus I1. Donc, lambda 1 et lambda 2 sont respectivement donc la longueur d'onde de l'onde incidente et celle de l'onde réfractée. I1 et I2 sont respectivement l'angle donc d'incidence et l'angle donc de réfraction. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect de la propagation. Donc, on va s'intéresser donc à la dispersion des ondes mécaniques. Alors, pour ce faire, donc, on revient donc à notre soufflerie de tout à l'heure. On fixe la fréquence de la soufflerie à une valeur égale à 20. Plutôt 40 Hz, et donc sur l'écran dépoli, donc lorsque la fréquence des éclairs du stroboscope est égale à la fréquence de vibration, on voit donc des ondes rectilignes. Ici, donc sur l'écran dépoli, donc à l'aide d'un marqueur, on marque et on mesure la distance correspondant à 10 longueurs d'onde. On trouve ici que les 10 longueurs d'onde mesurent tout simplement 8 cm, ce qui donne donc une longueur d'onde lambda 1 égale à 0,8 cm. On refait donc le calcul de la célérité de l'onde, donc V1 c'est égal à lambda 1 fois N1 qui correspond donc à 32 cm par seconde. Donc
Donc ici 0,8 fois 40, ça nous fait bien 32 cm par seconde. Alors on reprend cette même expérience, sauf que cette fois-ci, donc, on règle la fréquence du vibreur à 20 Hz en lumière stroboscopique. Donc on va marquer la distance correspondant à 10 longueurs d'onde. Donc à l'aide d'une règle, donc, on mesure cette distance. Donc 10 lambda 2 égale à 17 cm, ce qui donne donc une longueur d'onde lambda 2 égale à 1,7 cm. Et donc, le calcul de la célérité d'une onde nous permet d'écrire que V2 égale à lambda 2 fois N2, ce qui correspond à 34 cm. Donc on voit ici que lorsque la fréquence N1 donc du vibreur est égale à 40 Hz, la célérité de propagation est égale à 32 cm par seconde. Par contre, lorsque la fréquence N2 donc, du vibreur est égale à 20 Hz, la célérité de propagation de l'onde rectiligne est égale à 34 cm par seconde. Et donc, on peut constater ici que lorsque la fréquence varie, la célérité V1 est différente de la célérité V2. Donc, la célérité dépend de la fréquence. Nous sommes donc en milieu dispersif. C'est le phénomène donc de dispersion. En conclusion, quand la célérité V d'une onde mécanique dans un milieu de propagation donné ne dépend pas uniquement de la nature de ce milieu, mais dépend aussi de sa fréquence n, on dit qu'il s'agit du phénomène de dispersion d'ondes mécaniques. Alors, en parallèle, donc, on va voir ce qui va se passer donc avec la lumière. Donc, je récapitule un petit peu, très rapidement. Donc, on a vu que l'onde incidente, donc l'onde mécanique se diffracte. Donc, la lumière se diffracte, la lumière se réfléchit, les ondes mécaniques se réfléchissent, la lumière se réfracte, les ondes mécaniques se réfractent. On a vu que l'onde mécanique se disperse lorsqu'on, dans un milieu dispersif, donc on change la fréquence, d'accord, dans un milieu dispersif. Voyons ce qu'il en est donc pour la lumière. Donc, alors pour ça, donc pour étudier cette expérience, donc on dispose d'une source de lumière blanche. Ça c'est notre source, d'une fente F, d'un prisme, d'une lentille et d'un écran blanc. Alors, le prisme va constituer donc notre milieu donc de propagation de l'onde incidente qui sera bien sûr la lumière. Alors, on dispose donc la source de lumière blanche, donc de cette manière, et donc on obtient sur l'écran blanc, donc l'image de la fente, c'est une frange brillante correspondant à une lumière blanche, d'accord. Alors on place cette fois-ci donc entre la lentille et l'écran d'observation, le prisme. Donc, on voit ici sur l'écran d'observation la fente observée tout à l'heure, mais on voit aussi que sur la fente, ici sur l'écran, on voit donc, on va se rapprocher un tout petit peu, un spectre de lumière donc qui est coloré allant du rouge, donc en passant par le jaune et l'orange vers le bleu. On revient de nouveau donc sur l'expérience, cette expérience mais encore de plus près. Donc ça c'est notre
source de lumière blanche. Ça, c'est la fente F, la lentille. Donc, on va bien observer ici. Donc, je fais arrêt sur image. Donc, on a été ébloui par la lumière qui est déviée par le prisme. Sur l'écran d'observation, un peu de suspense, on obtient donc ce spectre visible de la lumière blanche. En fait, ça nous rappelle un peu l'arc-en-ciel, d'accord, la couleur de l'arc-en-ciel. Donc, on voit ici, on a la lumière qui est rouge, donc la radiation rouge, ensuite suivie de l'orangé, en passant par le cyan, le bleu, d'accord. Et donc, si on se rapproche davantage, on verra ici la lumière violette, donc la radiation violette. Alors, donc la lumière blanche, donc en fait, elle résulte de la superposition d'une infinité de lumières de couleurs différentes, allant donc du rouge au violet. La deuxième conclusion, on peut dire que la lumière blanche est donc appelée lumière polychromatique, donc c'est un mélange de plusieurs couleurs. Poly, ça veut dire plusieurs. Chromatique, donc c'est relatif à couleur, puisqu'elle est constituée donc de plusieurs, voire d'une infinité de lumières colorées ou radiations. Donc la lumière constituée donc d'une seule radiation est appelée une lumière monochromatique. Chaque radiation est caractérisée par une fréquence nue et une longueur d'onde dans le vide, lambda 0. Les différentes radiations constituant la lumière blanche ne sont pas déviées du même angle D par un prisme donc d'incidence n. C'est le phénomène donc de dispersion de la lumière. Ainsi donc la déviation d'une radiation lumineuse monochromatique par un prisme d'indice n dépend de sa fréquence. Donc en conclusion générale, donc on peut dire que la lumière se disperse à l'image d'une onde donc mécanique. La lumière se diffracte à l'image donc d'une onde mécanique. Elle se réfléchit, elle se réfracte, et tout ça est donc géré par la loi de Descartes quant à la réflexion et la réfraction. Et donc on voit ici qu'il y a des ressemblances assez importantes entre l'onde mécanique et l'onde lumineuse. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Je vous remercie.